Chapitre 2 de l'influence de la coutume et de la mode sur les sentiments moraux. Puisque nos sentiments concernant tous les genres de beauté sont tellement influencés par la coutume et la mode, on ne peut attendre de ceux qui concernent la beauté de la conduite qu'ils soient entièrement soustraits à l'empire de ces principes. Toutefois, leur influence semble si bien moindre qu'elle ne l'est partout ailleurs. Il n'existe peut-être aucune sorte d'objet externe si absurde et si bizarre qu'il soit, avec lequel la coutume ne saurait nous réconcilier ou que la mode ne saurait même nous rendre agréables. Mais le caractère et la conduite d'un Néron ou d'un Claude sont des objets avec lesquels aucune coutume ne nous réconciliera jamais et qu'aucune mode ne nous rendra jamais agréables. Le premier sera toujours l'objet de l'épouvante et de la haine, le second du mépris et de la dérision. Les principes de l'imagination dont dépend notre sens de la beauté sont d'une très subtile et très délicate nature, et ils peuvent être facilement modifiés par l'habitude et l'éducation. Mais les sentiments de l'approbation et de la désapprobation morale sont fondés sur les plus solides et les plus vigoureuses passions de la nature humaine, et quoiqu'ils puissent être quelque peu déformés, ils ne peuvent être entièrement pervertis. Mais quoique l'influence de la coutume et de la mode sur les sentiments moraux ne soit pas très forte, elle reste toutefois parfaitement semblable à ce qu'elle est partout ailleurs. Quand la coutume et la mode coïncident avec les principes naturels du bien et du mal, elles augmentent la délicatesse de nos sentiments et accroissent notre horreur de tout ce qui s'apparente au mal. Tous ceux qui ont été éduqués dans une véritable bonne compagnie, et non dans ce qu'on appelle ainsi communément, qui ont été accoutumés à ne voir rien d'autre chez les personnes avec lesquelles ils vivaient et pour lesquelles ils avaient de l'estime que la justice, la modestie, l'humanité et le bon ordre. Ceux-là sont plus choqués par tout ce qui peut sembler incompatible avec les règles que prescrivent ces vertus. Au contraire, ceux qui ont eu le malheur d'avoir été élevés dans la violence, la licence, le mensonge et la justice perdent, sinon tout sens de l'inconvenance d'une telle conduite, au moins tout sens de son épouvantable atrocité, ou de la vengeance et du châtiment qu'elle mérite. Ils ont été familiarisés avec elle depuis leur enfance, la coutume la leur a rendue habituelle, et ils sont très enclins à la considérer comme ce qu'on appelle le cours du monde, comme quelque chose qu'on peut ou qu'on doit commettre pour éviter d'être dupe de notre propre intégrité. La mode, elle aussi, fera parfois la réputation d'un certain degré de désordre et jettera au contraire le discrédit sur des qualités qui méritent l'estime. Sous le règne de Charles II, un certain degré de licence était l'indispensable marque d'une éducation libérale. Il était associé, suivant l'opinion de l'époque, à la générosité, à la sincérité, à la magnanimité et à la loyauté. Et il était la preuve que la personne qui agissait de cette manière était un homme du monde et non un puritain. La sévérité des manières et la régularité de la conduite étaient au contraire entièrement démodées, et elles étaient associées dans l'imagination de ce temps aux manières fausses, roublardes, hypocrites et basses. Aux esprits superficiels, les vices des grands semblent toujours agréables. Ils les associent non seulement à la splendeur de la fortune, mais à bien des vertus supérieures qu'ils attribuent à leur supérieur, l'esprit de liberté et d'indépendance, la franchise, la générosité, l'humanité, la politesse. Au contraire, les vertus des rangs inférieurs, leur frugalité parcimonieuse, leur pénible industrie et leur stricte obéissance aux règles, leur paresse mesquine et désagréable. Ils les associent à la fois à la mesquinerie de l'État, auquel appartiennent communément ces qualités, et aux nombreux grands vices qu'ils supposent accompagner habituellement celles-ci, telle une disposition abjecte, couarde, contre nature, mensongère et chapardeuse. Les objets qui occupent les hommes selon leur état et leur profession sont tellement différents et les habituent à des passions tellement différentes qu'ils forment naturellement en eux des caractères et des manières différents. Nous attendons dans chaque rang et dans chaque profession un degré de ces manières dont l'expérience nous a appris qu'elles leur sont propres. Mais de même que pour chaque espèce de chose, nous sommes particulièrement satisfaits par la conformation moyenne qui s'accorde le plus exactement dans chaque partie de chaque élément, avec la norme générale que la nature semble avoir établie pour les choses de ce genre. De même pour chaque rang ou, si je peux dire, pour chaque espèce d'homme. Nous sommes particulièrement satisfaits s'ils ne possèdent ni trop ni trop peu du caractère qui accompagne habituellement leurs conditions et leur situation particulière. Un homme, dit-on, doit avoir l'air de son métier, de sa profession, mais la pédanterie propre à toute profession est désagréable. Les différents âges de la vie se voient assigner pour la même raison des manières différentes. Nous attendons de la vieillesse cette gravité et ce calme que ses infirmités, sa longue expérience et sa sensibilité usée semblent rendre à la fois naturelle et respectable. Et nous escomptons trouver dans la jeunesse cette sensibilité, cette gaieté, cette vivacité enjouée que l'expérience nous apprend à attendre des impressions vives que tous les objets intéressants sont susceptibles de produire.
sur l'essence tendre et inexpérimentée de ce premier âge de la vie. Toutefois, chacun de ces âges peut aisément posséder à un trop haut degré les particularités qui lui sont propres. La coquette légèreté de la jeunesse et la froide insensibilité de la vieillesse sont également désagréables. Les jeunes, selon le proverbe, sont plus agréables lorsqu'il y a dans leur comportement quelque chose des manières des vieux, et les vieux lorsqu'ils ont conservé quelque chose de la gaieté des jeunes. Chacun de ces âges peut cependant posséder trop de manières de l'autre. La froideur extrême et le formalisme assommant qu'on pardonne à la vieillesse rendent la jeunesse ridicule. La légèreté, l'insouciance et la vanité qu'on pardonne à la jeunesse rendent la vieillesse méprisable. Les manières et le caractère particulier que la coutume nous conduit à attacher à chaque rang et à chaque profession ont peut-être parfois une convenance indépendante de cette coutume, et nous devrions les approuver pour eux-mêmes, si nous prenions en considération toutes les différentes circonstances qui affectent naturellement ceux qui se trouvent dans ces différentes situations. La convenance du comportement d'une personne ne dépend pas de son adéquation à l'une des circonstances de sa situation, mais de son adéquation à toutes les circonstances dont nous sentons, lorsque nous ramenons en nous son cas, qu'elle devrait naturellement attirer son attention. Si elle semble être à ce point occupée par l'une de ces circonstances qu'elle en néglige entièrement le reste, nous désapprouvons sa conduite comme quelque chose que nous ne pouvons pas entièrement partager, car elle n'est pas encore convenablement ajustée à toutes ces circonstances. Toutefois, l'émotion qu'exprime cette personne pour l'objet qui l'intéresse principalement peut ne pas excéder ce avec quoi nous devons sympathiser entièrement, et que nous devons approuver entièrement, dans le cas où son attention n'est requise par rien d'autre. Dans la vie privée, un parent qui vient de perdre son unique fils pourrait sans être blâmé exprimer un degré de peine et de tendresse qui serait impardonnable chez un général à la tête d'une armée, alors que la gloire et la sûreté publique exigent de lui une si grande part de son attention. De même, dans des circonstances communes, différents objets doivent occuper l'attention d'hommes de diverses professions. De même, différentes passions doivent leur devenir habituelles. Et lorsque nous ramenons en nous leur situation, sous cet aspect particulier, nous devons être sensibles au fait que chaque événement doit naturellement plus ou moins les affecter, selon que l'émotion qui l'excite coïncide ou non avec leur tempérament et l'habitude qu'ils ont prise. On ne peut pas attendre la même sensibilité au plaisir et aux amusements joyeux de la vie chez un homme d'église ou chez un officier. L'homme dont l'occupation particulière est de rappeler au monde la redoutable éternité qui l'attend, qui doit annoncer ce que peuvent être les conséquences fatales du moindre écart par rapport aux règles du devoir, et qui doit lui-même montrer l'exemple de la plus exacte rigueur, paraît être le messager de nouvelles qui ne peuvent être convenablement annoncées avec légèreté ou indifférence. On suppose que son esprit est continuellement occupé par quelque chose de grand et de trop solennel, pour concéder la moindre place aux impressions de ces objets frivoles qui accaparent l'attention des caractères joyeux et dissipés. Nous sentons alors aisément, indépendamment de la coutume, qu'il existe une convenance dans les manières que la coutume a attribuées à cet ordre, et que rien n'est plus adéquat au caractère d'un homme d'église que cette sévérité grave, austère et abstraite que nous sommes habitués à attendre de son comportement. Ces réflexions sont si évidentes qu'il n'y a guère d'homme assez irréfléchi pour ne pas les avoir faites, et qui ne se soit expliqué de cette manière son approbation pour le caractère commun de cette profession. Le fondement du caractère coutumier de certaines autres professions n'est pas si manifeste, et notre approbation est entièrement fondée sur l'habitude, sans être confirmée ou avivée par la moindre réflexion de ce genre. La coutume nous conduit par exemple à rapporter le caractère gai, léger et librement enjoué, de même qu'un certain degré de dissipation à la profession militaire. Pourtant, si nous devions définir l'humeur ou le ton du tempérament qui conviendrait le mieux à cette situation, nous devrions peut-être conclure que l'état d'esprit le plus sérieux et le plus réfléchi serait le plus adéquat à ceux dont la vie est continuellement exposée à des dangers peu communs, et qui de la sorte devraient être bien plus préoccupés par la pensée de la mort et de ses conséquences que ne le sont les autres hommes. C'est pourtant cette circonstance même qui est sans doute la raison pour laquelle l'état d'esprit contraire prévaut tellement parmi les hommes de cette profession. Elle exige un si grand effort pour maîtriser la peur de la mort quand on la considère posément et attentivement, que ceux qui y sont constamment exposés trouvent plus facile d'en détourner entièrement leurs pensées, de se draper d'insouciance et d'indifférence, et dans ce but de se plonger dans toutes sortes d'amusements et de dissipation. Un camp n'est pas un lieu pour un homme réfléchi ou mélancolique. Les gens de cette sorte sont certes souvent très déterminés, capables par un grand effort de poursuivre la plus inflexible résolution jusqu'à une mort inéluctable. Mais être exposé longtemps à un danger continuel, quoique moins imminent, être obligé d'exercer longtemps un certain degré de cet effort épuise et déprime l'esprit, le rend incapable de tout bonheur et de toute joie.
les joyeux et les insouciants qui n'ont jamais à faire le moindre effort, qui ont fermement résolu de ne pas regarder devant eux et de dissiper toute l'angoisse de leur situation en plaisir et en amusement perpétuel, ceux-là supportent plus facilement de telles circonstances. Lorsque des circonstances particulières font qu'un officier n'a plus à craindre d'être exposé à un quelconque danger hors du commun, il est très susceptible de perdre la gaieté et la dissipation insouciante de son caractère. Le capitaine d'une grande bourgeoise est un animal communément aussi sobre. Une garde bourgeoise est un animal communément aussi sobre, soigneux et économe que le reste de ses concitoyens. Pour la même raison, une longue paix est très susceptible d'atténuer la différence entre les caractères civils et militaires. Mais la situation ordinaire des hommes de cette profession fait à ce point de la gaieté et d'un certain degré de dissipation leur caractère habituel. Et la coutume a si fortement associé dans notre imagination ce caractère à cet état que nous sommes très enclins à mépriser celui qui se montre incapable de l'acquérir du fait de son humeur ou de sa situation particulière. Nous rions devant les visages graves et attentifs des gardes bourgeois, qui ressemblent si peu à ceux de leur profession. Eux-mêmes semblent souvent honteux de la rigueur de leur propre manière, et pour ne pas faillir à la mode de leur profession, ils s'attachent à affecter cette légèreté qui ne leur est en rien naturelle. Quelle que soit l'attitude que nous avons été accoutumés à observer chez des hommes d'une profession respectable, est à ce point associée à cette profession dans notre imagination que chaque fois que nous rencontrons la première, nous nous attendons à retrouver la seconde. Si nous sommes déçus, c'est qu'il nous manque quelque chose que nous nous attendions à trouver. Nous sommes gênés, embarrassés, ne sachant plus comment nous adresser à un personnage qui affecte clairement d'être d'une autre espèce que ceux avec lesquels nous étions disposés à le classer. De la même manière, les différentes situations des époques et des pays différents sont susceptibles de donner différents caractères à la majorité de ceux qui y vivent, et leurs sentiments sur le degré particulier de chaque qualité qui la rend blâmable ou digne d'éloge varient selon le degré qui est d'usage dans leur pays et à leur époque. Le degré de politesse qu'on estime grandement ici passerait peut-être pour une flatterie efféminée en Russie et serait tenu pour grossière et barbare à la cour de France. Ce degré d'ordre de frugalité qui serait tenu pour une parcimonie excessive chez un noble polonais passerait pour une extravagance chez un citoyen d'Amsterdam. Chaque époque et chaque pays tiennent pour juste milieu d'un talent ou d'une vertu particulière le degré de cette qualité qu'on rencontre communément chez ceux qui sont estimés. Et puisque ce degré varie dans la mesure où des circonstances différentes rendent des qualités différentes plus ou moins habituelles, les sentiments concernant l'exacte convenance du caractère et de la conduite varient également.